Lors d'un concours de jeunes talents, le jury est resté paralysé en entendant une jeune fille jouer une mélodie, identique à celle que son amour avait composée avant de mourir il y a 13 ans. Adrien Delacroix était un nom que résonnait dans les plus grandes salles de concert du monde entier. Ses compositions avaient le pouvoir de captiver les âmes, de raconter des histoires d'amour, de joie et de peine, sans qu'un seul mot ne soit prononcé. Pourtant, derrière ce génie créatif, se cachait un homme brisé, enfermé dans une cage invisible faite de douleur et de solitude. Assis dans le vaste salon de sa demeure parisienne, Adrien contemplait le silence pesant qui régnait autour de lui. Les murs étaient tapissés de souvenirs, trophées, photos encadrées et anciennes partitions soigneusement conservées. Mais ces souvenirs ne faisaient que creuser le vide qu'il ressentait. Chaque recoin de cette maison lui rappelait Madeleine, sa femme, et Léa, leur fille, deux présences lumineuses arrachées à sa vie, dans des circonstances tragiques. 9 ans s'étaient écoulés depuis le naufrage qui avait changé sa vie à jamais. Adrien se souvenait encore du jour où il avait pris cette décision qu'il ne cessait de regretter, celle de laisser Madeleine et Léa embarquer seules sur le luxueux yacht familial. À l'époque, il avait été retenu à Paris par des affaires urgentes, convaincu qu'il les rejoindrait rapidement sur la Côte d'Azur, mais ce qui devait être une traversée paisible avait viré au cauchemar. Le yacht avait sombré dans des conditions mystérieuses, et malgré des recherches acharnées financées par Adrien, aucune trace de Madeleine ou de Léa n'avait jamais été retrouvée. Pas de corps, pas de débris significatifs, rien qui puisse offrir une clôture à ce drame. Ce vide insupportable avait transformé Adrien, jadis un homme chaleureux et passionné. Il était devenu froid, presque mécanique, se réfugiant dans son travail pour éviter de confronter sa douleur. Ses compositions, autrefois empreintes de lumière et d'espoir, s'étaient teintées de mélancolie. Ses apparitions publiques étaient devenues rares. Et lorsqu'il se montrait, c'était avec un regard vide, comme si son esprit était resté quelque part entre les vagues et les souvenirs. Les journaux, autrefois fascinés par sa créativité, avaient recommencé à parler de lui comme d'un homme distant et reclus. Un soir d'automne, alors que la pluie battait contre les grandes fenêtres de sa maison, Adrien était plongé dans des partitions inachevées. Il feuilletait distraitement les pages, incapable de trouver l'inspiration. Sur son bureau, une lettre non ouverte attira soudain son attention. C'était une invitation à participer en tant que juré à un concours de jeunes talents musicaux organisé à Paris. Adrien hésita. Depuis des années, il évitait ce genre d'événement. S'exposer de nouveau au public, côtoyer des jeunes pleins d'espoir et d'enthousiasme. Cela lui semblait presque cruel. Un rappel douloureux de tout ce qu'il avait perdu. Pourtant, quelque chose dans cette invitation le poussa à accepter. Peut-être était-ce un besoin inconscient de se reconnecter avec la vie, ou une simple curiosité. Quelques jours plus tard, Adrien se retrouva dans une salle de concert magnifiquement éclairée, entouré d'autres jurés. L'atmosphère vibrait d'excitation, les participants défilaient les uns après les autres. Jouant leurs morceaux avec passion et nervosité, Adrien, lui, restait impassible, notant mécaniquement les performances sans réellement s'impliquer. Puis vint le tour d'une jeune femme nommée Océane Dubois. Elle entra sur scène avec une assurance discrète, son regard clair fixant le piano. Adrien sentit immédiatement quelque chose d'étrange. Cette jeune femme dégageait une aura particulière, une énergie qui lui était familière sans qu'il puisse expliquer pourquoi. Lorsqu'elle commença à jouer, le temps sembla s'arrêter. Les premières notes résonnèrent, et Adrien sentit son cœur se serrer. Cette mélodie, il la connaissait. C'était une composition intime qu'il avait écrite pour Madeleine. Une pièce jamais publiée, jamais partagée au-delà des murs de leur maison. Il resta figé, incapable de détourner son regard. Ses mains tremblèrent légèrement, alors qu'il écoutait chaque note. Comment était-ce possible ? Comment cette jeune femme pouvait-elle connaître une œuvre qui n'avait jamais quitté le cercle familial ? Lorsque la prestation prit fin, le silence dans la salle fut brisé par une vague d'applaudissements. Les jurés autour d'Adrien échangèrent des regards admiratifs, notant la technique impeccable d'Océane. Mais Adrien ne bougeait pas, son esprit en proie à une tempête de questions. À la fin du concours, il se leva brusquement et se dirigea en coulisses. Il trouva Océane entourée de quelques proches et se présenta. « Mademoiselle Dubois », commença-t-il, sa voix trahissant son trouble.
Votre interprétation était bouleversante. D'où vient cette mélodie? Océane le regarda avec un mélange de curiosité et de méfiance. C'est une pièce qui me hante depuis des années, répondit-elle. Je l'ai apprise instinctivement. Elle est comme gravée en moi. Adrien sentit une sueur froide descendre le long de son dos, gravée en elle. Mais comment? Il tenta d'en savoir plus. Mais Océane semblait réticente à poursuivre la conversation avant qu'il ne puisse insister. Elle s'éloigna pour rejoindre ses accompagnateurs, laissant Adrien seul dans le couloir, le cœur battant à tout rompre. Il se laissa tomber sur une chaise, les mains sur le visage. Cette rencontre avait éveillé quelque chose en lui, une étincelle d'espoir, un besoin désespéré de comprendre. Il savait que cette jeune femme était la clé d'un mystère bien plus profond que ce qu'il aurait pu imaginer. Adrien ne put trouver le sommeil cette nuit-là. Chaque fois qu'il fermait les yeux, les notes jouées par Océane résonnaient dans son esprit, accompagnées de souvenirs douloureux de Madeleine et Léa. Cette mélodie n'était pas simplement une composition, elle représentait une partie de son âme, un fragment de leur bonheur passé. Il s'était levé au milieu de la nuit, incapable de rester inactif, et avait fouillé ses anciens carnets de partitions. Là, entre des pages jaunies par le temps, il retrouva la pièce en question. Adrien effleura le papier du bout des doigts, comme s'il caressait un souvenir vivant. Comment cette jeune femme pouvait-elle connaître quelque chose d'aussi personnel? Au petit matin, il prit une décision. Il devait en savoir plus sur Océane. La curiosité seule n'aurait pas suffi à le pousser à agir. Mais cette ressemblance avec Madeleine, cette connexion inexplicable avec la mélodie, tout cela le troublait profondément. Adrien passa la matinée à chercher des informations sur la jeune femme. Heureusement, les organisateurs du concours avaient fourni un programme détaillé avec les noms et biographies des participants. Selon le livret, Océane Dubois avait grandi dans une petite ville côtière du sud de la France, élevée par un couple de pêcheurs. Aucun détail sur ses origines biologiques. Cette révélation fit monter en lui un mélange d'excitation et d'inquiétude. Une jeune femme sans passé clair, jouant une mélodie qu'elle ne pouvait connaître, et ressemblant étrangement à sa femme disparue. Cela dépassait les simples coïncidences. Dans l'après-midi, Adrien décida d'agir. Il se souvenait de Baptiste Clément, un détective privé qu'il avait engagé autrefois pour enquêter sur le naufrage. À l'époque, Baptiste n'avait pas trouvé de réponse satisfaisante. Mais il s'était révélé perspicace et loyal. Adrien prit son téléphone et composa le numéro, espérant qu'il n'avait pas changé. « Monsieur Delacroix, cela fait des années. Je ne m'attendais pas à recevoir un appel de votre part. Que puis-je faire pour vous ?» Baptiste avait une voix chaleureuse et directe, un contraste avec la froideur qu'Adrien affichait souvent. « J'ai besoin de vos services, Baptiste. Cela concerne une affaire personnelle. » Adrien hésita, ne voulant pas encore révéler les détails. « Je suis à votre disposition. Passons-nous au bureau, ou préférez-vous que je vienne chez vous? Chez moi ?» Ce soir, quand Baptiste arriva à la demeure d'Adrien, le crépuscule baignait la maison d'une lumière douce, presque irréelle. Le détective entra, son regard scrutant les lieux. Il n'était pas revenu ici depuis l'époque où Madeleine et Léa faisaient encore partie de cette maison, après quelques formalités. Adrien lui expliqua tout. La prestation d'Océane, la mélodie et sa ressemblance troublante avec Madeleine. Baptiste écouta attentivement, prenant des notes dans un carnet. « Donc, vous pensez qu'elle pourrait être liée à votre famille d'une manière ou d'une autre ?» demanda Baptiste, les sourcils froncés. « Si je ne sais pas quoi penser, ce que je sais, c'est que cette musique, cette ressemblance, ce ne sont pas des coïncidences. Je veux que vous enquêtiez sur elle. » Baptiste hocha la tête. « Je vais commencer par vérifier ses origines. Si elle a été adoptée, il devrait y avoir des registres. Je vous tiendrai informé. » Après le départ de Baptiste, Adrien ressentit un étrange mélange de soulagement et d'anxiété. Pour la première fois depuis des années, il avait l'impression qu'un fil, aussi fragile soit-il, pouvait le conduire à des réponses. Mais il savait aussi que chaque découverte pouvait raviver des blessures profondément enfouies. Le lendemain, Adrien retourna au concours. Il espérait croiser Océane, mais elle semblait avoir quitté les lieux après sa performance. L'organisateur, un vieil ami d'Adrien, lui proposa de participer à la remise des prix prévue pour le soir même. Adrien accepta, espérant que cela lui donnerait une autre chance de parler à la jeune femme. La soirée arriva, et la salle était encore plus animée que la veille. Les participants, vêtus de leurs plus beaux habits, attendaient nerveusement les résultats. Adrien,
assis au centre de la table des jurés, cherchait Océane du regard, lorsqu'elle monta sur scène pour recevoir une mention spéciale. Il sentit son cœur s'accélérer. Après la cérémonie, il trouva enfin l'occasion de l'aborder à nouveau. Cette fois, il tenta une approche plus directe. « Mademoiselle Dubois, je serais curieux d'en savoir plus sur votre parcours musical. Où avez-vous appris cette pièce ?» Océane haussa légèrement les épaules. « Je ne pourrais pas vous dire. Je l'ai toujours connue, comme si elle faisait partie de moi. Mes parents adoptifs m'ont dit que je la fredonnais déjà enfant, avant même d'avoir appris à jouer. » Adrien sentit un frisson parcourir son échine. Il hésita, puis demanda « Vos parents adoptifs, que savez-vous de vos origines ?» Elle le regarda, intriguée par l'intensité de sa question. « Pas grand-chose. J'ai été trouvée sur une plage, après une tempête. Je devais avoir 5 ou 6 ans, peut-être. Je n'ai aucun souvenir d'avant. » Ces mots frappèrent Adrien comme un coup de poing. Une plage, une tempête, une enfance sans passé. Il sentit son souffle s'accélérer. Mais avant qu'il ne puisse poser d'autres questions, Océane fut appelée par un groupe de personnes qui semblaient être ses accompagnateurs. Elle sourit poliment à Adrien avant de s'éloigner. Adrien resta immobile, les pensées tourbillonnant dans son esprit. Cette rencontre n'avait fait que confirmer ses soupçons. Océane était bien plus qu'une simple coïncidence. Adrien était hanté par les paroles d'Océane. Une plage, une tempête, une enfance sans passé. Ces mots tournaient en boucle dans sa tête, réveillant une douleur qu'il avait passé des années à enfouir. Il passa le reste de la nuit assis dans son salon, à contempler une vieille photo de Madeleine et Léa. Les sourires figés sur le papier semblaient presque se moquer de lui, comme un rappel cruel de tout ce qu'il avait perdu. Au petit matin, une vibration de son téléphone le tira de ses pensées. Baptiste Clément avait laissé un message vocal. « Monsieur Delacroix, j'ai commencé mes recherches. Je crois que nous avons quelque chose. Appelez-moi dès que possible. » Adrien sentit une bouffée d'espoir mêlée d'appréhension. Il rappela immédiatement le détective, qui répondit après la première sonnerie. « Baptiste, qu'avez-vous trouvé ?» demanda Adrien, sa voix teintée d'urgence. « J'ai vérifié les registres des adoptions dans la région où Océane a grandi. Selon les documents, elle a été trouvée sur une plage près de Marseille après une violente tempête. Exactement comme elle l'a décrit, elle avait environ 6 ans, et les autorités locales n'ont jamais pu identifier ses parents. Elle a été adoptée quelques mois plus tard par un couple de pêcheurs. » Adrien sentit son cœur s'emballer. L'âge correspondait à celui de Léa au moment du naufrage. Et cette plage, Marseille, n'était pas si éloignée de l'endroit où le yacht avait disparu. « Avez-vous trouvé d'autres détails ?» demanda-t-il, se levant pour marcher nerveusement dans la pièce. « Pas encore. Mais il y a une chose intéressante. Les autorités locales ont mentionné que l'enfant semblait traumatisée et ne parlait presque pas au moment où elle a été trouvée. Elle avait aussi une cicatrice sur le bras gauche, apparemment due à un accident. » Adrien s'arrêta net. Une cicatrice. Il se souvenait parfaitement de celle de Léa, une petite entaille qu'elle s'était faite en tombant d'une balançoire. Cela ne pouvait pas être une simple coïncidence. « Je veux que vous approfondissiez cette piste, Baptiste, et trouver tout ce que vous pouvez sur ce couple de pêcheurs. Je dois savoir. Je m'en occupe, monsieur Delacroix. Je vous tiendrai informé. » Adrien raccrocha, mais son esprit était déjà en ébullition. S'il y avait ne serait-ce qu'une chance qu'Océane soit Léa, il devait en avoir le cœur net. Pourtant, cette possibilité éveillait en lui une peur presque paralysante. Et si ce n'était qu'une illusion, une fausse piste qui ne ferait que rouvrir des plaies jamais cicatrisées, plus tard dans la journée, Adrien retourna à son piano, cherchant un exutoire à ses émotions. Ses doigts parcouraient les touches, mais aucune mélodie ne parvenait à capturer le chaos intérieur qui l'habitait. Il finit par s'arrêter, frustré, et regarda le carnet de partitions posé devant lui. « Si c'est vraiment toi, Léa, comment as-tu survécu? Où est ta mère ?» murmura-t-il dans le silence de la pièce. Dans les jours qui suivirent, Baptiste continua ses investigations, tandis qu'Adrien s'efforçait de rester concentré. Il savait qu'il ne pouvait pas approcher Océane sans preuves concrètes. Toute confrontation précipitée risquait de la faire fuir ou de briser le fragile espoir qui grandissait en lui. Une semaine plus tard, Baptiste lui apporta de nouvelles informations. Ils se rencontrèrent dans un petit café discret. Loin des regards indiscrets, Baptiste posa un dossier sur la table entre eux. « J'ai parlé aux parents adoptifs d'Océane. Ils se souviennent très bien du jour où elle est arrivée. Selon eux, elle avait une peur panique de l'eau
et faisait souvent des cauchemars à propos d'une tempête. Il pensait que c'était lié à ce qu'elle avait vécu avant d'être retrouvée. Adrien feuilleta les documents, absorbant chaque mot, une peur de l'eau. Léa avait toujours aimé nager, mais un traumatisme de cette ampleur aurait pu tout changer. « Et la cicatrice ?» demanda-t-il. Baptiste sortit une photo d'un dossier. « Voici une image récente prise lors d'une performance. Vous pouvez voir une marque fine sur son bras gauche, juste au-dessus du coude. » Adrien scruta la photo. Son souffle court. La cicatrice était exactement là où il se souvenait que Léa l'avait. Une vague d'émotion le submergea. Espoir, douleur, incrédulité. « Je vais organiser un test ADN. Monsieur Delacroix, ce sera la meilleure façon de confirmer vos soupçons. » Adrien hocha la tête, mais il savait que cela prendrait du temps. En attendant, il devait continuer à avancer, même si chaque jour sans réponse semblait interminable. Le soir même, il retourna voir Océane lors d'une répétition pour un prochain concours. Il resta en retrait, observant sa gestuelle, sa manière de se mouvoir, sa façon de jouer. Chaque détail renforçait cette conviction croissante qu'elle était bien plus qu'une simple jeune musicienne talentueuse. Lorsqu'elle termina sa performance, il s'approcha doucement, cherchant à ne pas l'effrayer. « Océane, puis-je vous parler un instant ?» demanda-t-il, un sourire aimable sur le visage. Elle sembla hésiter, mais acquiesça. « Bien sûr, monsieur Delacroix. » Adrien la guida vers une salle plus calme, où ils pourraient discuter. Il choisit ses mots avec soin. « Vous avez parlé de la plage où vous avez été trouvé. Cela a dû être un moment difficile pour vous. Avez-vous déjà cherché à en savoir plus sur votre passé ?» Océane baissa les yeux, visiblement troublée par la question. « Parfois, j'aimerais comprendre, mais je ne sais pas par où commencer. Mes parents adoptifs m'ont tout donné. Mais ce vide reste là, comme une partie manquante de moi-même. » Adrien sentit son cœur se serrer. Il voulait lui dire la vérité, mais il savait que ce n'était pas encore le moment. « Peut-être que ce vide peut être comblé, » dit-il doucement. Elle releva les yeux vers lui, un mélange de curiosité et de vulnérabilité dans son regard. Adrien se promit qu'il trouverait des réponses, quoi qu'il en coûte. Les jours qui suivirent furent marqués par une tension grandissante pour Adrien. Chaque information récoltée par Baptiste renforçait son intuition, mais les réponses restaient fragmentées, insuffisantes pour apaiser son esprit. Il passait des heures à revisiter les souvenirs de Léa, cherchant des détails qu'il aurait pu oublier, des indices enfouis dans sa mémoire qui pourraient expliquer l'impossible. Un après-midi, Baptiste arriva à la demeure d'Adrien, un dossier sous le bras. L'expression grave du détective annonçait des nouvelles importantes. Adrien l'accueillit dans son bureau, où une pile de partitions inachevées témoignait de son incapacité à se concentrer. « Qu'avez-vous trouvé ?» demanda Adrien, incapable de dissimuler son impatience. Baptiste posa le dossier sur le bureau et le poussa vers Adrien. « J'ai consulté les archives maritimes de la région. Vous vous souvenez de l'enquête initiale sur le naufrage de votre yacht ? Les autorités avaient conclu à un accident dû à des conditions climatiques défavorables. Mais en creusant, j'ai trouvé des incohérences dans les rapports. » Adrien fronça les sourcils. « Des incohérences. Oui, les conditions météo ce jour-là n'étaient en tout pas aussi mauvaises qu'on le disait. De plus, un navire commercial a signalé avoir vu des feux de détresse à proximité, mais ces informations n'ont jamais été suivies. C'est comme si quelqu'un avait voulu enterrer ces détails. » Adrien sentit un frisson parcourir son échine. Cette révélation faisait naître en lui une rage froide, une colère qu'il avait appris à contenir au fil des ans. « Vous pensez que ce naufrage n'était pas un accident ?» murmura-t-il, plus pour lui-même que pour Baptiste. « Je pense que vous pourriez avoir raison, » répondit Baptiste, le regard sérieux. « Et il y a plus. » Il ouvrit le dossier et en sortit une photo. Ce cliché a été pris quelques jours après le naufrage. Dans un port voisin, il montre un homme qui supervisait le retrait des débris du yacht. Je l'ai identifié comme étant Jules Fontaine. Adrien sentit son souffle se couper. Jules Fontaine, son cousin, avait toujours été présent dans l'ombre de la famille Delacroix. Il avait aidé Adrien à gérer les affaires familiales après la disparition de Madeleine et Léa, mais leur relation avait toujours été marquée par une méfiance mutuelle. Jules était impliqué dans les recherches après le naufrage. C'est logique qu'il ait supervisé cela, tenta Adrien, bien que ses mots sonnaient creux. Baptiste secoua la tête. « Ce n'est pas tout. J'ai trouvé des transactions financières suspectes datant de cette époque. Jules a retiré une somme importante de l'un des comptes de la famille quelques jours avant le naufrage.
Ce n'est peut-être qu'une coïncidence, mais cela mérite d'être creusé. Adrien se redressa dans son fauteuil, une lueur sombre dans le regard. Vous insinuez que Jules pourrait être impliqué dans ce qui est arrivé à Madeleine et Léa? Baptiste hésita un instant avant de répondre. Je n'exclus rien pour l'instant. Si quelqu'un avait intérêt à vous éliminer, Jules serait un candidat plausible. Adrien sentit une vague de dégoût le submerger. L'idée que quelqu'un de sa propre famille ait pu orchestrer une telle tragédie était insupportable. Mais il savait qu'il devait faire face à cette possibilité, aussi douloureuse soit-elle. « Continuez à enquêter », ordonna-t-il. « Je veux des réponses, toutes les réponses. » Cette nuit-là, Adrien fut incapable de trouver le sommeil. Les souvenirs de Jules, de ses interactions passées, revenaient à le hanter. Était-il si aveuglé par sa douleur qu'il avait ignoré des signes évidents? Le lendemain, Adrien décida de confronter Jules directement. Il l'invita à déjeuner sous prétexte de discuter d'affaires familiales. Ils se retrouvèrent dans un restaurant chic du centre de Paris, où Jules arriva comme à son habitude, impeccablement vêtu et souriant. « Adrien, cela fait si longtemps. Comment vas-tu, mon cher cousin ?» dit-il avec une jovialité qui sonnait désormais faux aux oreilles d'Adrien. Comme quelqu'un qui cherche encore des réponses, répondit Adrien d'un ton glacial, coupant court aux banalités. Jules parut surpris, mais il se reprit rapidement. « Des réponses? De quoi parles-tu » Adrien planta son regard dans celui de son cousin. « Le naufrage, Madeleine, Léa. Je ne crois plus à la version officielle, Jules. Et je pense que toi, tu en sais plus que tu ne le dis. » Le visage de Jules se figea. Mais il retrouva vite son masque de calme. « Adrien, je comprends ta douleur, mais cela fait 9 ans. Tu ne crois pas qu'il est temps de tourner la page? » Tourner la page? Adrien éclata de rire, un rire amer. Comment pourrais-je tourner la page quand chaque jour me rappelle ce que j'ai perdu? Et maintenant, je découvre que des informations ont été dissimulées, que des transactions suspectes ont eu lieu. Alors non, Jules, je ne vais pas tourner la page, pas tant que je n'aurai pas la vérité. Jules fixa Adrien pendant un long moment, ses yeux trahissant une lueur de nervosité. Puis il se pencha en avant, baissant la voix. « Je ne sais pas où tu veux en venir, Adrien, mais fais attention. Parfois, creuser trop profond peut réveiller des choses que tu ne veux pas découvrir. » Cette menace voilée enflamma la colère d'Adrien, mais il se força à rester calme. « Tu viens de confirmer mes soupçons, Jules, et je te promets que je découvrirai ce que tu as fait. » Jules se redressa, un sourire crispé sur le visage. « Je te souhaite bonne chance, alors. » Il se leva et quitta la table, laissant Adrien seul avec ses pensées. En rentrant chez lui, Adrien trouva un message de Baptiste. « Je crois que nous avons trouvé quelque chose d'important. Appelez-moi dès que possible. » Adrien rappela immédiatement Baptiste, après avoir écouté son message. Le téléphone sonna plusieurs fois avant que le détective ne décroche. Sa voix tendue, révélant qu'il avait fait une découverte importante. « Monsieur Delacroix, je viens de consulter des archives et des rapports oubliés. Nous devons parler immédiatement, » annonça Baptiste sans préambule. « Dites-moi tout, » insista Adrien, son cœur battant à tout rompre. « J'ai trouvé un rapport d'un marin indépendant qui affirme avoir vu un yacht correspondant à la description du vôtre être abordé par un autre bateau quelques heures avant le naufrage. C'est un détail qui n'a jamais été mentionné dans l'enquête officielle. De plus, il mentionne un homme qui donnait des ordres sur ce bateau, un homme correspondant à la description de Jules Fontaine. » Adrien sentit sa mâchoire se contracter. Il n'était plus question de simples soupçons. Ces informations pointaient directement vers Jules. « Vous êtes sûr de cette source ?» demanda Adrien, son ton grave. Autant qu'on peut l'être, l'homme en question, un ancien marin du port de Marseille, a été retrouvé peu après le naufrage, mort dans ce qui a été qualifié de suicide, mais les circonstances restent floues. Adrien serra le combiné plus fort, une vague de colère montant en lui. « Nous devons aller jusqu'au bout. Continuez à creuser, Baptiste. Je veux des preuves solides. » Après avoir raccroché, Adrien resta un moment immobile dans son bureau. Le poids des révélations commençait à l'écraser. Jules avait-il vraiment orchestré cette tragédie? Et si oui, pourquoi? Était-ce simplement pour la fortune familiale? Ou y avait-il d'autres motivations plus profondes? Cette question le hantait lorsqu'il reçut un appel inattendu. Océane, Monsieur Delacroix. Sa voix semblait hésitante, comme si elle avait pris du temps à se décider avant de composer son numéro. « Océane, c'est un plaisir de vous entendre. Que puis-je faire pour vous ?» demanda Adrien,
tentant de masquer son trouble. « Je voulais vous remercier pour votre intérêt et votre gentillesse l'autre soir. Vous êtes le premier à vraiment poser des questions sur moi, et cela m'a fait réfléchir. » Adrien sourit doucement, bien qu'elle ne puisse pas le voir. « Vous êtes une jeune femme remarquable, Océane. Vous méritez que l'on s'intéresse à vous. » Un silence suivit, avant qu'elle ne reprenne. « Je me demandais si nous pourrions nous revoir. J'aimerais vous parler de certaines choses, des souvenirs flous qui me reviennent parfois. Peut-être pourriez-vous m'aider à y voir plus clair. » Cette proposition réveilla un mélange d'excitation et de peur chez Adrien. Était-ce enfin le moment de rapprocher les pièces du puzzle ? « Avec plaisir, » répondit-il. « Dites-moi où et quand, et je serai là. » Ils se mirent d'accord pour se rencontrer le lendemain dans un café discret près de la Seine. Adrien passa le reste de la soirée à réfléchir à ce qu'il dirait à Océane, craignant de lui révéler trop tôt ses soupçons. Le lendemain, Adrien arriva au café avant elle. Il choisit une table isolée, où il pourrait parler en toute tranquillité. Lorsque Océane entra, il fut une fois de plus frappé par sa ressemblance avec Madeleine. Chaque geste, chaque expression semblait un écho du passé. « Merci d'être venu », dit-elle en s'asseyant, son regard hésitant mais sincère. « C'est moi qui devrais vous remercier », répondit-il avec un sourire rassurant. Ils discutèrent d'abord de sujets légers, comme ses projets musicaux et le concours qu'elle préparait, mais Adrien savait qu'il finirait par aborder des sujets plus profonds. Finalement, Océane posa sa tasse de thé et le regarda directement. « Vous savez, j'ai toujours senti que quelque chose manquait dans ma vie. Mes parents adoptifs sont formidables. Mais il y a un vide que je ne peux pas expliquer. » Adrien hocha lentement la tête. « C'est naturel de ressentir cela, surtout lorsque votre passé est flou. Parfois, nos souvenirs cachent des réponses. Avez-vous des souvenirs spécifiques de cette période avant que vous ne soyez adopté ?» Océane sembla réfléchir un instant. « Ce n'est pas clair. Parfois, je vois des images floues, des vagues, une femme qui chante, mais c'est tout. » Ces mots frappèrent Adrien comme un coup de tonnerre. Une femme qui chante. Madeleine avait l'habitude de fredonner des mélodies pour Léa lorsqu'elle était enfant. Ces images pourraient être des souvenirs enfouis. Peut-être qu'avec le temps, elles deviendront plus claires, dit-il doucement. Bien que son cœur battait à tout rompre, ils continuèrent à parler, et Adrien sentit que la confiance entre eux grandissait, mais il savait qu'il devait rester prudent. Toute mention directe de ses soupçons risquait de la perturber. En rentrant chez lui ce soir-là, Adrien trouva un autre message de Baptiste. Cette fois, la voix du détective semblait plus grave encore. « Monsieur Delacroix, j'ai des nouvelles importantes. Cela concerne directement Jules Fontaine. Je pense que vous devriez venir à mon bureau demain. Nous avons trouvé quelque chose de crucial. » Adrien sentit un frisson parcourir son échine. Le puzzle commençait à se compléter, mais il savait que chaque nouvelle pièce pouvait révéler des vérités plus sombres qu'il ne l'avait imaginées. Le lendemain matin, Adrien se rendit au bureau de Baptiste, le cœur lourd mais déterminé. Les révélations des derniers jours avaient mis son monde sans dessus-dessous, et il avait besoin de réponses claires. Lorsqu'il entra dans la petite pièce encombrée de dossiers et d'objets personnels, il trouva Baptiste assis derrière son bureau, un dossier épais ouvert devant lui. « Asseyez-vous, Adrien, » dit Baptiste, son ton grave trahissant l'importance de ce qu'il s'apprêtait à dire. Adrien prit place, les mains crispées sur ses genoux. « Qu'avez-vous trouvé ?» demanda-t-il, impatient. Baptiste poussa le dossier vers lui, révélant plusieurs documents, photos et notes. « J'ai rassemblé tout ce que nous savons sur Océane et sur le naufrage. Il y a une pièce manquante, mais je pense que nous sommes très près de la vérité. » Adrien feuilleta les documents, son regard s'arrêtant sur une photo récente d'Océane, où l'on voyait clairement la cicatrice sur son bras gauche. « Cette cicatrice, » commença Adrien, sa voix presque inaudible. Baptiste hocha la tête. « J'ai comparé cette photo avec des documents médicaux que vous m'avez fournis à l'époque. Ceux de Léa, la position, la forme, tout correspond. Et ce n'est pas tout. » Il sortit une enveloppe et la posa sur le bureau. « Ceci est le résultat du test ADN que vous avez demandé. » Adrien sentit son souffle se couper. Il ouvrit l'enveloppe d'une main tremblante, ses yeux parcourant les mots qui confirmaient ce qu'il soupçonnait depuis des jours. Océane était Léa, sa fille, sa petite fille qui avait disparu 9 ans auparavant. Les émotions déferlèrent en lui comme une vague. Soulagement, joie, mais aussi une douleur profonde en pensant à tout ce qu'elle avait dû traverser. Il posa le test sur le bureau, les larmes aux yeux. « C'est elle, c'est vraiment elle », murmura-t-il.
Baptiste lui laissa un moment pour digérer la nouvelle avant de poursuivre. Cela explique pourquoi elle connaissait cette mélodie, même si elle a perdu la mémoire de ses premières années, ses souvenirs sont restés ancrés quelque part en elle. Adrien releva la tête, une nouvelle détermination dans le regard. Je dois lui dire, elle mérite de savoir. Baptiste posa une main sur son bras pour l'arrêter. Pas si vite. Nous savons maintenant qu'elle est votre fille. Mais il reste des questions sans réponse. Que s'est-il passé sur ce yacht? Où est Madeleine? Et surtout, pourquoi Jules aurait orchestré cela? Adrien serra les dents, son visage durci par la colère. Je trouverai ses réponses. Mais Léa doit savoir. Elle a vécu trop longtemps dans l'ignorance. Ce soir-là, Adrien invita Océane à dîner dans un restaurant discret, prétextant vouloir discuter davantage de sa musique et de ses souvenirs. Elle accepta, visiblement intriguée par son insistance. Lorsqu'elle arriva, vêtue d'une robe simple mais élégante, Adrien sentit un mélange de fierté et de douleur en la voyant. Elle était la parfaite image de Madeleine à cet âge, mais avec une force intérieure qui semblait avoir été forgée par des années de résilience. Ils échangèrent d'abord quelques banalités sur le concours, mais Adrien savait qu'il devait aborder le sujet principal. Après le plat principal, il posa son verre et fixa Océane avec intensité. « Océane, il y a quelque chose dont je dois vous parler, quelque chose de très important. » Elle sembla déconcertée par son sérieux soudain, mais elle hocha la tête. « Je vous écoute. » Adrien hésita un instant, cherchant les bons mots. « Depuis la première fois que je vous ai vu, j'ai eu l'impression que vous étiez lié à moi d'une manière ou d'une autre. Et ces derniers jours, j'ai mené des recherches. Ce que j'ai découvert est incroyable. » Océane fronça les sourcils, son expression passant de la curiosité à l'inquiétude. « De quoi parlez-vous » Adrien inspira profondément. « Je crois que vous êtes ma fille, Léa. » Un silence lourd s'installa entre eux, seulement brisé par le bruit des conversations et des couverts dans le restaurant. Océane le fixa, ses yeux grands ouverts, comme si elle tentait de comprendre ses paroles. « Votre fille, mais ce n'est pas possible. Mes parents m'ont trouvée sur une plage. Je ne me souviens de rien avant cela. » Adrien hocha lentement la tête. « Je sais, mais tout concorde. Votre âge, votre cicatrice. Et même cette mélodie que vous jouez, c'était une composition privée, une chanson que je jouais uniquement pour Madeleine et Léa. Et il y a plus, j'ai fait un test ADN. Les résultats ne laissent aucun doute. » Océane porta une main tremblante à sa bouche, ses yeux se remplissant de larmes. « Vous êtes sérieux? Vous pensez vraiment que je suis... Léa, votre fille ?» Adrien posa doucement sa main sur la sienne. « Je ne pense pas, Océane. Je sais. » Les larmes coulèrent sur les joues de la jeune femme. Alors qu'elle luttait pour comprendre ce que cela signifiait, pendant un moment, elle resta silencieuse. Puis elle murmura « Et ma mère, Madeleine, est-ce qu'elle est encore en vie ?» Adrien sentit son cœur se briser à cette question. « Je ne sais pas, mais je vais tout faire pour le découvrir. » Leurs regards se croisèrent, et pour la première fois, Océane ne semblait plus voir en lui un étranger. Elle voyait un père, un lien qu'elle n'avait jamais connu, mais qui semblait pourtant si naturel. Le choc de la révélation persistait, alors qu'Adrien raccompagnait Océane chez elle. Le silence entre eux était chargé de pensées non dites, de questions sans réponse. Lorsqu'ils arrivèrent devant l'immeuble modeste où Océane vivait, elle se tourna vers Adrien, les yeux brillants d'émotion. « Je ne sais pas quoi penser. Tout ça me semble si irréel, » dit-elle d'une voix tremblante. Adrien hocha la tête, compréhensif. « Je sais que c'est beaucoup à digérer. Prenez tout le temps qu'il vous faut, mais sachez que je suis là et que je ferai tout pour répondre à vos questions. » Elle acquiesça doucement, avant de disparaître dans le hall. Adrien resta un moment devant la porte. Un poids sur la poitrine. Il avait retrouvé sa fille, mais cette victoire était entachée par l'absence de Madeleine et par les sombres mystères entourant le naufrage. Le lendemain matin, Adrien retrouva Baptiste dans son bureau pour discuter des dernières avancées concernant Jules. Le détective, visiblement épuisé par ses recherches, sortit une série de documents qu'il avait récupérés de sources confidentielles. « Monsieur Delacroix, ce que j'ai découvert confirme vos pires craintes, » commença Baptiste. Le regard grave, Adrien se pencha en avant, son cœur battant fort. « Parlez, je veux tout savoir. » Baptiste déploya un diagramme complexe retraçant des mouvements financiers liés à Jules Fontaine. Quelques jours avant le naufrage, Jules a effectué un transfert massif de fonds depuis un compte familial vers un compte offshore.
Ces fonds ont ensuite été utilisés pour engager une société maritime peu scrupuleuse. Cette société était présente dans la région le jour du naufrage. Adrien serra les poings, sa colère montant à chaque mot. Et ces hommes, que faisaient-ils là? Selon un témoin que j'ai retrouvé, un ancien employé de cette société. Ils avaient de reçu pour mission d'intercepter votre yacht. Le plan supposait que vous seriez à bord ce jour-là. L'objectif était clair, provoquer un accident qui aurait été perçu comme un simple naufrage dû aux intempéries. Adrien sentit une sueur froide couler dans son dos. Jules pensait me tuer. Et à la place, c'est ma femme et ma fille qui l'a détruite. Baptiste hocha la tête. Tout porte à croire que Jules n'avait pas prévu leur présence à bord. Mais après le naufrage, il a rapidement couvert ses traces, manipulant l'enquête officielle et supervisant la récupération des débris pour s'assurer qu'aucun indice ne subsisterait. Adrien sentit sa colère se transformer en une détermination glaciale. « Cela suffit. Il doit payer pour ce qu'il a fait. » Baptiste leva la main pour le calmer. « Nous devons être prudents, Adrien. Jules est un homme puissant et bien connecté. Si nous l'attaquons sans preuves solides et irréfutables, il trouvera un moyen de s'en sortir. » Adrien inspira profondément, maîtrisant sa rage. « Quelles sont nos prochaines étapes ? Nous devons obtenir des aveux ou des preuves supplémentaires. J'ai un plan pour attirer Jules dans un piège, mais cela nécessitera votre collaboration, et peut-être celle d'Océane. » Adrien hésita. Impliquer Océane dans cette affaire le mettait mal à l'aise. Mais il savait que Jules pourrait la cibler s'il découvrait son identité. Il finit par acquiescer. « Faites ce qu'il faut, Baptiste, mais je veux qu'elle soit protégée à tout prix. » Le soir même, Adrien invita Océane chez lui, sous prétexte de discuter davantage de son passé. Lorsqu'elle arriva, il lui expliqua en détail ce que Baptiste avait découvert sur Jules et le naufrage. Océane, choquée, mit un moment à digérer l'information. « Vous voulez dire que cet homme, votre cousin, a causé tout ça, juste pour de l'argent ?» Adrien hocha la tête, le visage sombre. « C'est ce que tout indique, mais je ne le laisserai pas s'en tirer. » Elle posa une main tremblante sur son bras. « Je veux vous aider. Si je peux faire quelque chose, dites-le moi. » Adrien hésita, mais il savait que refuser son aide serait futile. « Il y a une chose. Baptiste veut organiser une rencontre avec Jules. Si vous êtes là, cela pourrait le déstabiliser, peut-être même le pousser à avouer. » Océane hocha la tête avec détermination. « Ou, je ferai tout ce qu'il faut. » 2 jours plus tard, Baptiste organisa un rendez-vous dans un hôtel discret de Paris. Jules, intrigué par l'invitation, accepta de venir. Bien que méfiant, Adrien et Océane étaient déjà installés dans une suite, équipés d'un dispositif d'enregistrement fourni par Baptiste. Lorsque Jules entra dans la pièce, son regard se posa immédiatement sur Océane. Il eut une brève expression de surprise, avant de se recomposer. « Adrien, je ne savais pas que tu avais une invitée, » dit-il, un sourire froid sur les lèvres. Adrien resta calme, croisant les bras. « Jules, je voulais que tu rencontres Océane. Elle a une histoire intéressante à raconter, une histoire qui commence sur une plage après une tempête et qui mène directement à toi. » Jules haussa un sourcil, feignant l'ignorance. « Je ne vois pas de quoi tu parles. » Océane prit la parole, sa voix ferme malgré sa nervosité. « Je suis Léa, Jules, la fille d'Adrien et Madeleine. Je sais tout sur ce que vous avez fait. » Pour la première fois, Jules perdit son calme. Son visage se crispa, et il recula d'un pas. « Qu'est-ce que c'est que cette mascarade ?» Adrien se leva, sa voix glaciale. « Tu sais exactement de quoi il s'agit. Nous savons ce que tu as fait au yacht. Nous savons que tu voulais me tuer, mais tu as échoué. Madeleine et Léa étaient à bord, pas moi. Et maintenant, tout va sortir. » Jules éclata de rire, un rire nerveux. « Tu n'as aucune preuve, ce sont des accusations sans fondement. » À cet instant, Baptiste entra dans la pièce avec 2 officiers de police. Il brandit une série de documents incriminants, fruit de ses recherches minutieuses. Jules pâlit, réalisant qu'il était coincé. « C'est fini, Jules, » dit Adrien d'une voix froide. Les jours qui suivirent l'arrestation de Jules furent marqués par un mélange d'euphorie et d'inquiétude pour Adrien et Océane. La vérité sur la conspiration de Jules commençait à faire surface, et les preuves recueillies par Baptiste semblaient suffisamment solides pour garantir une condamnation. Cependant,
Adrien ne pouvait se débarrasser d'une sensation persistante de danger. Jules avait toujours été un homme calculateur et rusé. Même acculé, il n'était pas du genre à abandonner sans se battre. Océane, de son côté, tentait de s'adapter à la nouvelle réalité. Elle était Léa Delacroix, la fille d'un compositeur célèbre, et son passé, qu'elle avait cru à jamais perdu, était en train de lui revenir par fragments. Mais la question qui la hantait le plus restait sans réponse. Qu'était-il arrivé à Madeleine, sa mère? Une nuit, alors qu'Adrien travaillait sur une composition dans son bureau, son téléphone sonna. Il fronça les sourcils en voyant un numéro inconnu, mais répondit malgré tout. « Monsieur Delacroix ?» dit une voix rauque de l'autre côté de la ligne. « Si vous tenez à votre fille, vous feriez mieux d'écouter attentivement. » Adrien sentit son sang se glacer. « Qui êtes-vous? Qu'avez-vous fait à Léa ?» La voix éclata de rire. « Rien pour l'instant, mais si vous ne suivez pas mes instructions, cela pourrait changer. Nous savons que vous voulez la vérité sur ce qui est arrivé à Madeleine. Venez seul au lieu que nous vous indiquerons, et peut-être obtiendrez-vous des réponses. » Avant qu'Adrien ne puisse répondre, la ligne fut coupée. Il resta immobile, le téléphone à la main, le cœur battant à tout rompre. Qui était derrière cet appel? Jules, malgré son arrestation, ou un complice encore inconnu, ou un... Adrien savait qu'il ne pouvait pas prendre de risque avec la sécurité d'Océane. Il contacta immédiatement Baptiste, qui arriva chez lui en moins d'1 heure. « Ils ont Léa », dit Adrien, sa voix tremblante. Baptiste posa une main rassurante sur son épaule. « Nous allons la retrouver, mais vous devez suivre leurs instructions pour ne pas les alerter. Je vais vous suivre de loin, et j'aurai une équipe prête à intervenir. » Adrien hocha la tête, bien que la peur pour sa fille le rongeait de l'intérieur. Le lendemain, Adrien reçut un SMS avec des instructions précises. Un entrepôt abandonné à la périphérie de Paris, à minuit. Il se rendit seul, comme demandé, mais savait que Baptiste et son équipe le suivèrent de près. Lorsqu'il entra dans l'entrepôt sombre et froid, une voix familière résonna. « Adrien, je savais que tu viendrais. » C'était Jules, son cousin, debout au centre de la pièce, un sourire narquois sur le visage, à ses côtés. 2 hommes armés et Océane, ligotés à une chaise, les yeux rouges et le visage marqué par la peur. « Jules !» gronda Adrien, avançant prudemment. « Comment est-ce possible? Tu es censé être en prison ?» Jules éclata de rire. « Tu devrais savoir, Adrien, qu'un homme avec mes ressources trouve toujours un moyen de sortir. Tu croyais vraiment que tout allait s'arrêter là ?» Adrien sentit une vague de colère monter en lui, mais il garda son calme. « Lâche Léa, elle n'a rien à voir avec tout ça, c'est entre toi et moi. » Jules secoua la tête, amusé. « Oh, mais elle est essentielle, Adrien. Elle est la clé pour te briser complètement. Regarde-la, ta chère fille. La seule chose qu'il te reste, si je la détruis, tu n'auras plus rien. » Adrien serra les poings, luttant contre l'envie de se jeter sur Jules. « Qu'est-ce que tu veux? De l'argent, le contrôle des affaires familiales. Je veux que tu souffres, » répondit Jules, son sourire se transformant en un rictus cruel. « Autant que j'ai souffert de vivre dans ton ombre toutes ces années. » Avant qu'Adrien ne puisse répondre, Jules fit un geste vers ses hommes. « Amenez-la !» Les 2 hommes commencèrent à traîner Océane hors de la pièce. Elle lutta, criant pour qu'Adrien l'aide. Mais ils étaient trop forts. C'est alors que le chaos éclata. Une détonation retentit, et l'un des hommes s'effondra. Baptiste et son équipe avaient pénétré l'entrepôt, armés et déterminés. Adrien profita de la confusion pour se précipiter vers Océane, coupant les cordes qui la retenaient, avec un couteau que Baptiste lui avait donné plus tôt. « Léa, ça va ?» demanda-t-il, la serrant contre lui. Elle hocha la tête, bien que son corps tremblât encore de peur. « Oui, mais faisons vite. » Jules, voyant la situation tourner en sa défaveur, tenta de fuir, mais Baptiste lui barra la route. « C'est fini, Jules », déclara le détective, l'arme pointée sur lui. Jules leva les mains, son visage tordu par la rage et la frustration. « Tu penses avoir gagné, Adrien, mais ce n'est pas fini. » Quelques heures plus tard, Jules fut de nouveau arrêté, cette fois sous surveillance renforcée. Adrien et Océane, épuisés mais en sécurité, retournèrent chez eux, dans la voiture. Adrien regarda sa fille, une lueur de fierté et de soulagement dans les yeux. « Je suis désolé pour tout ça, Léa, mais je te promets que c'est presque terminé. Nous découvrirons ce qui est arrivé à ta mère. » Elle posa une main sur la sienne. « Je sais, papa. Je te fais confiance. Pour la première fois depuis des années. »
Adrien sentit qu'il n'était plus seul dans cette lutte. Le retour de Jules en prison n'avait fait qu'intensifier la détermination d'Adrien. Il était plus que jamais décidé à obtenir des réponses sur ce qui était arrivé à Madeleine. Chaque nouvel élément qu'il découvrait semblait renforcer la complexité de ce puzzle. Et pourtant, il ne pouvait abandonner. Pas maintenant. Quelques jours après le sauvetage d'Océane, Baptiste fit une nouvelle découverte majeure. Lorsqu'il arriva chez Adrien ce matin-là, son visage grave montrait qu'il avait des nouvelles importantes. « J'ai trouvé quelque chose qui pourrait tout changer », annonça Baptiste en déposant un dossier épais sur le bureau d'Adrien. Adrien ouvrit le dossier d'un geste nerveux. À l'intérieur se trouvait une série de rapports médicaux provenant d'une clinique privée située dans les Alpes françaises. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Adrien en parcourant rapidement les pages. « Ces documents appartiennent à une patiente non identifiée qui a été admise dans cette clinique quelques jours après le naufrage. Elle a été retrouvée sur une plage par des pêcheurs, inconsciente, et transportée d'urgence dans cet établissement. Les médecins ont noté qu'elle souffrait d'amnésie sévère et de blessures graves. Ils n'ont jamais pu identifier qui elle était, et elle a été déclarée comme une patiente anonyme. » Adrien sentit son cœur s'accélérer. « Tu penses que... » Baptiste hocha la tête. « Je pense que cette patiente pourrait être Madeleine. Les dates, les circonstances, tout correspond. La clinique ne possède pas de photo d'elle à l'époque. Mais j'ai réussi à obtenir une adresse actuelle. Elle vit toujours dans un centre de réhabilitation adjacent à la clinique. » Adrien se leva d'un bond, son esprit bouillonnant d'émotion. Si Madeleine était vivante, alors tout ce qu'il avait cru pendant ces 9 dernières années était sur le point de changer. Quelques heures plus tard, Adrien et Océane étaient en route pour les Alpes. Le trajet, bien que long, se déroula dans un silence chargé d'émotions. Océane, assise à côté de son père, semblait partager son mélange de peur et d'espoir. « Si c'est elle, papa, si c'est vraiment maman, qu'est-ce qu'on va faire ?» demanda-t-elle doucement. Adrien posa une main rassurante sur la sienne. « On va faire tout ce qu'il faut pour l'aider, mais il faut d'abord s'assurer que c'est bien elle. » Ils arrivèrent à la clinique en début de soirée. Le bâtiment, isolé au milieu d'une vallée paisible, semblait hors du temps. Un médecin les accueillit à l'entrée et les guida jusqu'au centre de réhabilitation, où la patiente anonyme vivait depuis des années. « Elle est stable et en bonne santé physique », expliqua le médecin en marchant dans les couloirs. « Mais son amnésie persiste. Elle a peu de souvenirs de sa vie avant son arrivée ici. » Ils atteignirent enfin une petite pièce lumineuse où une femme était assise près d'une fenêtre, regardant le paysage montagneux. Adrien sentit ses jambes trembler lorsqu'il la vit, même après 9 ans. Il n'y avait aucun doute. C'était Madeleine. « Maman », murmura Océane, les larmes aux yeux. La femme se tourna vers eux. Son visage exprimant à la fois confusion et curiosité, Adrien fit un pas en avant, incapable de retenir ses larmes. « Madeleine », murmura-t-il. Elle fronça légèrement les sourcils, comme si le nom réveillait quelque chose en elle. « Je vous connais. » Adrien s'agenouilla devant elle, cherchant ses mots. « C'est moi, Adrien, ton mari, et voici Léa, notre fille. Tu es en sécurité maintenant. » Madeleine les regarda avec intensité, comme si elle cherchait à assembler les pièces d'un puzzle dans son esprit, puis, lentement, une larme coula sur sa joue. « Adrien, Léa, » murmura-t-elle, sa voix tremblante. Ce fut tout ce qu'il leur fallut. Adrien et Océane la prirent dans leurs bras, pleurant tous ensemble dans un mélange de joie et de douleur. Les semaines suivantes furent consacrées à la réhabilitation de Madeleine. Petit à petit, des fragments de sa mémoire revinrent, bien que certains restassent flous. Elle se souvenait vaguement du naufrage, de la panique, et d'avoir vu Léa tomber à l'eau. Mais ce qui s'était passé après restait un vide complet. Baptiste continua à enquêter, cherchant à comprendre comment Madeleine avait pu être laissée dans cet état pendant si longtemps. Finalement, il découvrit que Jules avait non seulement orchestré le naufrage, mais avait également payé pour garder Madeleine cachée, craignant qu'elle ne révèle des détails pouvant compromettre son plan. Lorsqu'Adrien apprit cela, sa colère atteignit un niveau qu'il n'avait jamais connu. Mais cette fois, il n'y avait plus de place pour la vengeance. Jules était derrière les barreaux, et Adrien avait retrouvé sa famille. Une soirée, alors qu'ils étaient tous réunis dans le salon de la maison familiale, Adrien se mit au piano, il joua la mélodie qu'il avait composée pour Madeleine et Léa, et cette fois, Madeleine et Océane l'accompagnèrent,
leurs voix s'unissant en une harmonie parfaite. Pour la première fois en 9 ans, la maison résonna de nouveau de vie et de musique. Les jours suivant le retour de Madeleine furent emplis de bouleversements émotionnels. La maison de la Croix, autrefois silencieuse et empreinte de mélancolie, reprenait vie peu à peu, mais derrière les moments de joie se cachaient des tensions sous-jacentes. La vérité sur Jules, le naufrage et les années perdues résonnaient comme un écho constant dans l'esprit d'Adrien. Madeleine, bien qu'heureuse de retrouver sa famille, se battait contre ses souvenirs brisés. Les événements du naufrage apparaissaient dans son esprit comme des éclats lumineux qui s'évanouissaient avant qu'elle puisse les saisir. Chaque effort pour se souvenir lui causait une douleur visible, mais elle refusait de laisser ce vide définir son avenir. « Je veux comprendre ce qui s'est passé », déclara-t-elle un matin, en regardant par la fenêtre du salon. Adrien, assis à quelques pas d'elle, posa son journal et lui répondit avec douceur. « Madeleine, prends le temps dont tu as besoin. Tu as survécu à quelque chose de terrible. Personne n'attend que tu te souviennes de tout immédiatement. » Elle tourna la tête vers lui, son regard déterminé. « Mais si je ne comprends pas, comment puis-je avancer? Comment puis-je redevenir entière ?» Océane, qui écoutait depuis l'autre pièce, entra doucement. « Maman, tu n'es pas seule dans ce processus. On est là pour t'aider, tous les deux. Et peu importe combien de temps cela prendra, nous serons à tes côtés. » Les mots d'Océane firent sourire Madeleine. Elle tendit la main vers sa fille, la serra dans la sienne, et pour la première fois depuis des jours, sembla véritablement apaisée. Malgré cette nouvelle harmonie naissante, Adrien savait que le combat n'était pas terminé. Jules, bien qu'en prison, restait une menace. Ses alliés, éparpillés dans les sphères influentes de Paris, cherchaient déjà à étouffer l'affaire. Et bien que les preuves collectées par Baptiste semblaient suffisantes, Adrien craignait que Jules utilise ses ressources pour manipuler le système judiciaire. Un après-midi, Baptiste rendit visite à Adrien avec des nouvelles urgentes. Assis dans le bureau d'Adrien, il déposa un dossier volumineux sur le bureau en bois massif. « Nous avons une situation. Jules a contacté un de ses anciens associés, et il semblerait qu'il cherche à négocier un arrangement pour réduire sa peine. » Adrien fronça les sourcils. « Un arrangement? Avec quoi? Il n'a plus rien à offrir. » Baptiste secoua la tête. « C'est là que vous vous trompez. Jules a toujours gardé des informations compromettantes sur plusieurs figures influentes. Il pourrait les utiliser pour obtenir des faveurs. Cela pourrait non seulement le sortir de prison plus tôt, mais aussi entacher votre nom. » Adrien se leva brusquement. Ses poings serrés. « Cet homme n'a pas seulement détruit ma famille. Il veut maintenant salir ce qu'il nous reste. Que pouvons-nous faire pour l'en empêcher ?» Baptiste, toujours calme, répondit avec assurance. « Nous devons agir vite. Si nous exposons publiquement toutes ses actions avant qu'il ne puisse négocier, il perdra son levier de négociation. » Adrien réfléchit un instant, puis acquiesça. « Faites ce qu'il faut. Utilisez tout ce que nous avons. Il est temps que le monde sache qui est réellement Jules Fontaine. » Les jours suivants furent marqués par une offensive médiatique orchestrée par Baptiste. Avec l'accord d'Adrien, ils organisèrent une conférence de presse où toutes les preuves contre Jules furent exposées. Les journalistes, avides de scandales, s'emparèrent rapidement de l'histoire, les informations sur le naufrage, les détournements de fonds, et même la tentative d'assassinat d'Adrien furent dévoilées au grand public. Madeleine et Océane, bien que réticentes à l'idée d'être sous les projecteurs, acceptèrent de témoigner aux côtés d'Adrien. Lors de la conférence, Madeleine prit la parole avec une force qui surprit même Adrien. « Pendant 9 ans, j'ai été réduite au silence, oubliée dans une clinique isolée. Mais aujourd'hui, je suis ici pour dire la vérité. Jules Fontaine a volé des années de ma vie et a presque détruit ma famille. Il est temps que justice soit rendue. » Les mots de Madeleine furent accueillis par des applaudissements et des flashs de caméra. Adrien, ému par le courage de sa femme, posa une main protectrice sur son épaule. Océane, à son tour, ajouta « Je suis la preuve vivante que les Delacroix peuvent survivre à tout. Ce que Jules a essayé de faire. Il l'a fait par haine et jalousie, mais nous sommes plus forts que lui. » Cette intervention marqua un tournant dans l'opinion publique. Jules, autrefois respecté dans certains cercles, devint rapidement un paria. Même ses anciens alliés commencèrent à se détourner de lui, craignant que leur association avec ses crimes ne les implique. Quelques semaines plus tard, Jules fut convoqué pour un nouveau procès, cette fois avec les nouvelles preuves accablantes,
Adrien et Madeleine assistèrent à l'audience, assis côte à côte, tandis qu'Océane restait à l'arrière avec Baptiste. Jules, bien qu'encore arrogant, semblait moins sûr de lui. Chaque témoignage, chaque document présenté par l'accusation creusait un peu plus sa tombe. Lorsqu'il fut finalement condamné à une peine de prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle, Adrien sentit un poids immense se lever de ses épaules. Ce soir-là, la famille Delacroix retourna à la maison de campagne où tout avait commencé. C'était la première fois qu'ils se retrouvaient tous ensemble dans cet endroit depuis des années. Le jardin, autrefois négligé, avait retrouvé sa splendeur, et les rires de Madeleine et Océane résonnaient à nouveau dans les couloirs. Assise au piano, Adrien joua doucement une mélodie familière. Madeleine s'approcha, posant une main sur son épaule, et murmura « C'est notre chanson ». Océane les rejoignit, s'asseyant à côté de son père, et ajouta quelques notes improvisées. Ensemble, ils créèrent une nouvelle harmonie, une mélodie qui symbolisait leur résilience, leur unité retrouvée et leur avenir prometteur. Pour la première fois en 9 ans, la maison des Delacroix était à nouveau un foyer rempli d'amour et de musique. Les mois qui suivirent la condamnation de Jules furent marqués par une transition délicate mais essentielle pour les Delacroix. Adrien, Madeleine et Océane s'efforcèrent de redéfinir ce que signifiait être une famille. Ils avaient survécu à des tragédies inimaginables, mais reconstruire une vie normale demandait du temps, de la patience et un effort constant pour panser les blessures invisibles. Madeleine, malgré les séquelles de son amnésie, trouvait un nouveau souffle dans les petites choses. Chaque matin, elle s'asseyait dans le jardin, un carnet à la main, tentant de consigner les souvenirs qui revenaient à elle. Parfois, ce n'étaient que des fragments, des images floues, mais d'autres fois, des détails clairs surgissaient, comme le rire de Léa sur le pont du yacht ou le parfum des roses qu'Adrien lui offrait autrefois. Océane, désormais pleinement consciente de son identité en tant que Léa, jonglait entre ses aspirations musicales et son rôle au sein de la famille. Elle avait repris ses études au conservatoire et ses talents de pianiste, combinés à l'héritage de son père, faisaient déjà d'elle une étoile montante dans le monde de la musique classique. Mais au-delà des projecteurs, elle restait proche de ses parents, s'assurant que chaque jour passé ensemble renforçait leur lien. Un après-midi, Adrien décida de réunir sa famille pour une annonce spéciale. Ils s'installèrent dans le salon, où le piano trônait comme un témoin silencieux de leur renaissance. « J'ai réfléchi », commença-t-il, regardant Madeleine et Océane avec un sourire tendre. « Nous avons traversé tellement de choses, mais je pense qu'il est temps de célébrer ce que nous avons retrouvé. » Madeleine fronça les sourcils, intriguée. « Célébrer comment ?» Adrien se leva et sortit une enveloppe qu'il tendit à Océane. « Ouvre ça !» Elle déchira doucement l'enveloppe et en sortit un papier élégant. Ses yeux s'agrandirent lorsqu'elle lut les mots. Une tournée musicale, à travers l'Europe. Adrien hocha la tête, son sourire s'élargissant. « Oui, j'ai décidé de reprendre la scène, mais cette fois, nous ferons cela ensemble. Toi, Léa, tu joueras en première partie avec tes compositions, et moi, je clôturerai chaque soirée. » Océane sentit une bouffée d'émotion monter en elle. Elle se précipita pour étreindre son père. « C'est incroyable, mais... Maman, qu'en penses-tu » Madeleine sourit, ses yeux brillants d'une fierté mêlée de nostalgie. « Je pense que c'est une idée magnifique. La musique nous a toujours unis, et c'est la meilleure façon de partager notre histoire avec le monde. » Les semaines suivantes furent consacrées aux préparatifs de la tournée. Adrien, bien que nerveux à l'idée de remonter sur scène après tant d'années, trouva une nouvelle énergie en collaborant avec Océane. Ensemble, ils passèrent des heures à perfectionner leurs pièces, mêlant des compositions anciennes et nouvelles qui reflétaient leur parcours. Madeleine, bien qu'en retrait, joua un rôle essentiel en les soutenant. Elle supervisa chaque détail de l'organisation, s'assurant que tout se déroulerait parfaitement. Pour elle, voir Adrien et Léa jouer ensemble représentait bien plus qu'un simple concert. C'était le symbole de leur résilience et de leur unité retrouvée. Le soir de la première, dans une grande salle de concert à Paris, la tension était palpable. La salle était pleine, et les journalistes s'étaient rassemblés en grand nombre pour assister au retour tant attendu d'Adrien Delacroix, accompagné de sa fille prodige. Dans les coulisses, Adrien posa une main sur l'épaule d'Océane, qui semblait nerveuse. «
Tu vas très bien t'en sortir, Léa. N'oublie pas, la musique est une conversation. Laisse-la parler pour toi. Elle hocha la tête, prenant une profonde inspiration. Merci, papa, je vais jouer pour nous. Lorsque le rideau se leva, un tonnerre d'applaudissements accueillit Océane, qui s'assit au piano avec grâce. Ses doigts glissèrent sur les touches, et la salle fut immédiatement envahie par une mélodie douce et émouvante. Chaque note semblait raconter leur histoire, et le public écoutait avec une attention presque religieuse. Quand elle termina, un silence impressionnant régna dans la salle, avant que les applaudissements n'éclatent. Océane se leva et s'inclina, les larmes aux yeux, avant de céder la place à Adrien. Adrien entra sur scène avec une sérénité qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Il s'assit au piano et commença à jouer la mélodie qu'il avait composée pour Madeleine et Léa. Cette même mélodie qu'Océane avait jouée lors du concours où tout avait commencé. Mais cette fois, Madeleine apparut sur scène à mi-chemin du morceau. Elle s'assit à côté d'Adrien et posa une main sur la sienne, l'accompagnant dans une harmonie parfaite. La salle, émue, fut témoin d'un moment unique où passé et présent se rejoignaient dans une symphonie d'amour et de résilience. Lorsque le dernier accord résonna, le public se leva pour une ovation prolongée. Adrien, Madeleine et Océane se prirent dans les bras au centre de la scène, les larmes aux yeux. Ce moment n'était pas seulement une victoire artistique, mais la preuve qu'ils avaient triomphé de tout ce qui avait tenté de les détruire. Après la tournée, Adrien décida de publier un livre intitulé « Une mélodie entre les vagues », où il racontait leur histoire, non pas comme un récit de tragédie, mais comme une ode à la résilience et à l'amour familial. Le livre devint un best-seller, touchant des milliers de lecteurs à travers le monde. Océane, quant à elle, poursuivit sa carrière musicale avec succès, mais toujours en gardant du temps pour sa famille. Madeleine, bien qu'elle n'ait jamais retrouvé tous ses souvenirs, trouva une nouvelle paix dans le présent et les moments qu'ils partageaient, un soir, alors qu'ils étaient tous réunis dans le jardin de leur maison de campagne. Adrien leva son verre. « À nous », dit-il, les yeux brillants d'émotion, « et à tout ce que nous avons traversé pour être ici aujourd'hui. » Madeleine et Océane levèrent leurs verres en écho, et ensemble, ils savourèrent ce moment, sachant que malgré les tempêtes, ils avaient trouvé leur harmonie